Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast qui traite de la passion economy et des créateurs de side projects. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000 heures, un studio de création pédagogique. Aujourd'hui, je reçois Florian Bachelot qui est Head of Growth chez Talent.io et en parallèle de son job, il s'est lancé dans le e-commerce. Alors, il existe plusieurs types de e-commerce. On peut soit créer un produit soi-même et le vendre sur sa plateforme ou passer par des marketplaces. On peut également acheter auprès de fournisseurs des produits, les stocker et les revendre. Et enfin, et c'est ce type de e-commerce que nous allons aborder aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle du dropshipping. Alors, on entend souvent parler de ce type de e-commerce, que ce soit en bien ou en mal, et c'est pour cela que j'ai décidé d'échanger avec quelqu'un qui en a fait son side project. Quelle différence avec les autres formes de e-commerce? Quels sont les avantages et les inconvénients? Ou encore, quel sera le futur du dropshipping? On répond à toutes ces questions et à plein d'autres durant notre échange. Bonne écoute! Florian, bonjour. Salut Amine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton parcours, ton profil et aussi de ton side project ou de tes side projects. On va échanger là-dessus. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Déjà, ça me fait plaisir de faire ce podcast parce que c'est vrai que ça fait 3-4 ans qu'on se connaît. On s'était rencontrés sur des meet-up de scrappers à l'époque. Donc c'est cool de bosser ensemble sur un tel projet. Du coup, moi, c'est Florian Bachelot, j'ai 28 ans. J'ai monté une première boîte quand j'ai fini l'école qui s'appelait Kelbière à l'époque, qui a été une catastrophe financière et entrepreneuriale. On n'avait pas de MVP, on n'avait pas de clients. Donc c'était un peu la catastrophe complète de l'environnement startup. J'ai rejoint ensuite Talent.io il y a 4 ans en tant que ce qu'on appelait à l'époque les gros hackers. Les gros hackers, donc surtout sur de l'acquisition outbound et j'ai maintenant progressé pour prendre la tête de l'équipe growth et marketing chez Talent.io. Et aujourd'hui, je pense que je suis dans ce podcast parce que j'ai un side project. Bah justement, on peut en parler. Quel est ton side project? J'ai un side project avec 2 potes et on monte des boutiques e-commerce sur un modèle dropshipping. On a tendance à s'appeler un e-commerce studio des fois, Okay. Parce qu'on lance plein de boutiques. C'est pas mal, un peu sur le modèle des startup studios. Et là, spécialisé dans le e-commerce, parce qu'en plus, j'imagine que vous accumulez plein de compétences. Et en fait, l'idée, c'est de scaler un peu tout ça et de répliquer des modèles quand on a trouvé le bon modèle, c'est ça? Effectivement. On a lancé entre 10 et 12 boutiques depuis 1 an et demi. Et en fait, on fait des tests assez rapides sur ce qui marche pas. Et puis finalement, on tue un peu le bébé quand ça marche pas et on scale ce qui fonctionne. Et c'est super intéressant parce que le dropshipping, c'est un sujet qui est assez controversé, j'ai envie de dire. C'est arrivé aussi aux oreilles du grand public. C'est vrai que le grand public a découvert récemment le dropshipping avec notamment les influenceurs. En tant qu'entrepreneur, forcément, c'est un modèle où il y a des avantages et des inconvénients. Je sais pas comment on pourrait aborder. Déjà, première question, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping, toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu gères et qu'est-ce que tu ne gères pas, contrairement à un site e-commerce classique? Ok. En gros, le dropshipping, c'est un système tripartite. Donc, tu vas avoir le client, le fournisseur et le site de dropshipping. Le client va venir sur ton site, va commander sur ton site, et une fois qu'on va avoir une commande, on va passer la commande chez le fournisseur. Okay. Je pense qu'il y a pas mal de mythes autour du dropshipping sur le fait de ce que tu ne gères pas et le fait que ce soit un peu un faux business. C'est qu'en fait, les commandes, tu dois les passer. C'est que le service client, tu dois le gérer et que tu dois gérer ton acquisition, créer ton site, etc. En fait, le seul point, et c'est vachement intéressant si tu veux lancer un side project, c'est que tu ne dois pas gérer les stocks. Ça veut dire que déjà, en termes d'investissement, tu as cette partie-là où t'as pas à avancer pour récupérer de la marchandise. Tu peux avancer quand même si tu fais de l'ADS,
du Google Ads, du Facebook Ads, etc. Donc faut que tu aies quand même un petit investissement au départ. Mais finalement, avec 1 000 euros, tu peux avoir lancé une boutique, avoir testé des ads et avoir des premiers clients. Ok, donc l'investissement de départ, c'est créer son site et gérer son acquisition. C'est ça. Et tu as aussi une première partie qui est un peu de sourcing de produits quand même. Ouais. Essayer de pas avoir un produit que personne ne voudra acheter. Ouais. Tu passes un petit peu de temps sur la recherche de produits, mais l'investissement de départ, effectivement, c'est tu lances un produit sur Shopify. Aujourd'hui, Shopify marche très très bien. Je sais pas si tu as vu, mais ils font 2 milliards vendredi Black Friday sur toutes leurs boutiques Shopify. Donc, je pense que c'est une bonne technologie. Mais tu peux faire un Shopify, tu trouves un produit et tu peux lancer tes campagnes d'acquisition. Tu le disais tout à l'heure, on dit souvent que le dropshipping, le plus dur à gérer en tant qu'entrepreneur, c'est le service client. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, les délais de livraison sont plutôt longs en général, puisqu'en fait, on travaille en général avec AliExpress ou alors avec des agents en Chine. Donc les services clients les livraisons clients sont plutôt longues. Et donc là, tu dois gérer un peu ces attentes-là au niveau client. Donc nous, on est très clair, on indique 14 à 18 jours de livraison, ce qui est en fait le cas aujourd'hui. Malheureusement, on a Amazon qui livre en 2-3 jours, donc Ouais. les gens sont un peu habitués à ça. Mais la réalité, c'est qu'une fois passé les 3-4 jours d'attente, après les gens se disent ah ok, bon c'est ok, j'ai une livraison qui est plus longue, j'attends. D'accord. Et j'imagine qu'il y en a qui sont patients et qui attendent, mais il y en a peut-être qui je sais pas, paniquent ou qui sont déçus. Jusqu'où ça peut aller? Tu peux aller sur le nombre de clients qu'on a eu. On a eu beaucoup de clients. Tu as des clients, ils peuvent pas attendre plus de 10 jours et ils te disent remboursez-moi, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Mais c'est minime en fait. Sur le nombre de clients que tu peux avoir, c'est vraiment minime. Et dans ce cas-là, comment ça se passe si la commande a été passée auprès du fournisseur et qu'il y a quelqu'un qui demande à se faire rembourser? Et ben il reçoit le produit et il nous le renvoie et on le rembourse. Ok, d'accord. Voilà. On a vraiment staffé cette partie-là du business et si tu veux, ça nous permet en fait, on fait travailler 2 personnes sur la partie SAV. On a investi aussi en termes d'outils. Par exemple, on se passe par Georgias. On a vraiment setup Georgias pour toutes nos boutiques, ce qui nous permet d'avoir une centralisation de toutes nos SAV et du coup d'avoir des deux personnes qui gèrent au fur et à mesure les demandes clients, les retours, les remboursements. Alors, Georgias, c'est un outil qui sert à faire quoi? Georgias, c'est un outil qui permet d'agréger l'ensemble de tes plateformes de réception de demandes clients. Okay. Donc, tu vois, si tu as une boutique e-commerce, tu vas avoir Instagram, tu vas avoir Facebook, tu vas avoir ton email. Voilà, déjà c'est pas mal. Ouais. Comme on en a une dizaine, en fait, tu multiplies par 30 canaux. Alors que là, du coup, tu as un seul endroit qui te centralise toutes les demandes. D'accord. Et du coup, à force, vous êtes devenus des experts sur des sujets bien précis. Qu'est-ce qui fait que justement vous avez pu avoir ces compétences, ou qu'est-ce qui fait que vous voulez répliquer le modèle? Est-ce que c'est parce que vous êtes devenus des brutes en acquisition? Est-ce que c'est parce que vous avez trouvé les meilleurs produits? Comment ça se passe? C'est quoi votre force aujourd'hui? Notre force, c'est la capacité d'exécution au départ, sur la capacité à produire un site. Sur les 3, il y en a un qui est très fort sur la partie quand même sourcing produit. Il a un bon sentiment à chaque fois de ce produit-là, il va bien marcher, je le sens bien. Et après, derrière, effectivement, on a une capacité à très vite tester et très vite dropper si ça marche pas. Ok. Ou alors scaler si ça fonctionne. D'accord. Donc ouais, on a un peu nos différentes facettes et effectivement, je pense que il y a deux points hyper importants, c'est la capacité à exécuter sur le site avec des designs vraiment poussés et la capacité à faire de l'exécution poussée. Alors, bon, c'est vrai que dans le domaine du dropshipping, c'est vrai que c'est un domaine où on va pas forcément partager ses meilleurs produits, ses meilleures trouvailles, parce que effectivement, ça peut aller vite. Quelqu'un peut reprendre ce produit-là et le lancer assez rapidement. C'est quelque chose qu'on comprend. Et moi, j'ai eu la chance de regarder un peu les sites que vous avez produits. De manière générale, je trouve que les sites sont plutôt de bonne qualité en termes esthétiques. C'est peut-être aussi ça qui est une des clés pour donner confiance finalement. Je pense que oui, aujourd'hui les gens sont habitués aux sites barrés dans tous les sens, discount 90%, avec des produits qui sont pas du tout mis en valeur. Nous, on fait un vrai travail ici de design, que ce soit sur le site, pour vraiment donner confiance, avec vraiment la réassurance que tu peux avoir sur les best practices du X, mais aussi en termes de produits, sélection de produits, détourage.
on avait fait un peu l'erreur au départ d'avoir des produits copier-coller d'AliExpress. Aujourd'hui, on achète nos produits, on prend les photos, on les met en valeur et on lance nos boutiques comme ça. D'accord. C'est là où du coup tu commences à faire, t'es un peu à la limite entre exécuter très vite et passer beaucoup de temps sur la partie design. C'est ça, pour avoir un service de qualité. Et j'ai vu aussi que vous faisiez en sorte d'avoir une communication professionnelle avec notamment des réseaux sociaux pour certains de vos produits, sur lesquels quand même vous avez une petite communauté qui commence à grimper très vite pour certains produits. Ouais, effectivement, on a un Instagram qui a 10 ou 15 000, je crois, de followers. Effectivement, ça c'est surtout sur des boutiques qui vont fonctionner avec des influenceurs. Ouais. On a besoin d'avoir vraiment la crédibilité au niveau des réseaux sociaux et donc d'avoir vraiment un volume de followers. Justement, on peut en parler des influenceurs. Vous, c'est un canal d'acquisition? C'est un canal d'acquisition qu'on développe depuis 2-3 mois. Ok. Et c'est un canal qui a un intérêt, c'est qu'il nous permet aussi de nous remettre en cause sur nos process. Tu vois, par exemple, sur les délais de livraison, on est en train d'essayer sur une de nos boutiques, on est en train d'essayer de craquer le truc en faisant de la livraison à 3 jours. Ok. Et là, quand tu commences à faire de la livraison en 3 jours, que tu travailles avec des influenceurs et de mettre notre marque sur les produits, et vraiment de brander nos produits, alors en fait, le modèle dropshipping, parce que c'est pas toi qui as le stock, tu l'as toujours. Mais par contre, t'es vraiment au même niveau qu'un e-commerce classique avec qui a son stock, quoi. Le client, lui, il s'en fiche finalement que t'aies ton stock ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est une marque, c'est un produit de qualité, et c'est ok, cette personne-là l'utilise, alors je vais l'utiliser aussi. Ok. Dans le dropshipping, je crois que il y a plusieurs manières de faire, c'est-à-dire que quand vous envoyez les produits, ils peuvent être brandés à votre marque, notamment via le colis, le packaging, ou sinon ils sont envoyés de manière classique. Vous, comment est-ce que vous fonctionnez? Quel choix vous avez fait? On est encore à l'étape du classique. Ok. Et on essaie de brander nos produits aujourd'hui. D'accord. En sachant que tu baisses un peu tes marges. Ouais. Donc c'est pour ça que nous on a développé avec un packaging classique et aujourd'hui on réfléchit effectivement à avoir un packaging beaucoup plus brandé, mais qui va faire diminuer les marges. Mais comme on a des volumes intéressants, ça devient plus intéressant pour aller taper plus de monde. J'ai l'impression que quand même quand vous avez lancé plusieurs marques, il y en a quand même qui vont prendre plus que d'autres, comme tu le disais tout à l'heure. Oui. Et est-ce que c'est au point d'en faire comment dirais-je, un vrai produit, une vraie marque, et justement, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes en train de basculer sur la livraison rapide. Ça, vous n'allez pas le faire pour tous les produits, vous allez faire pour les produits qui marchent le mieux, pour lesquels vous arrivez à créer une communauté. Comment est-ce qu'on arrive à basculer sur un modèle e-commerce classique? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable de se dire, bon, finalement, j'ai créé une marque, j'ai créé une communauté, j'ai une crédibilité. Est-ce que finalement je basculerai pas et je créerai une vraie marque pour vendre certains produits, quitte à les créer? Honnêtement, c'est possible. Et il y a des services aujourd'hui qui te permettent justement de pas avoir cette friction du stock. Moi, le stock, ça vient parce que quand j'ai monté ma première boîte, on avait des stocks de bière. Ok. Et donc on devait gérer la logistique. Et en fait, je passais plus de temps à réfléchir à ok, mais moi j'ai de la bière là, comment je veux faire la livraison, etc., que à développer mon business. Ouais. Aujourd'hui, tu peux avoir la logique de dropshipping, mais tu as des services type Cubine, etc., qui te permettent de faire du stockage chez eux. C'est connecté à ton Shopify. Et en fait, ton produit, il est en France, brandé en France, avec ton packaging, et tu es capable aujourd'hui de basculer sur une logique. J'achète mes produits, peu importe où ils sont produits, je les stocke à un endroit en France, je mets ma marque et je distribue. D'accord. Et du coup, ça rejoint un peu la question, mais qu'est-ce qui fait que justement, aujourd'hui, tu travailles chez Talent.io, qu'est-ce qui fait que c'est ce side project, tu pourrais basculer dessus entièrement? Je pourrais basculer complètement dessus quand on aura une stratégie de développement produit. D'accord. Moi, j'aime beaucoup la partie produit, j'aime beaucoup le produit de Talent.io et j'aime beaucoup le marketer. Et cette partie-là est un peu moins présente dans le dropshipping, parce que finalement, tu achètes des produits que tu revends, et tu es moins dans le développement de produits et vraiment de comprendre beaucoup plus ton audience. Donc, je pense que c'est vraiment la notion de compréhension de produit. Mais honnêtement, quand tu fais du e-commerce et du dropshipping, tu vois tellement de frictions possibles en termes de produits, d'analytique, de compréhension de ton... Bon, en général, c'est combien tu fais de marge, de toute façon, Ouais. tes analytiques.
Il y a tellement de problématiques là-dessus parce que tu dois connecter tes AliExpress, tes Google Ads, tes LinkedIn Ads, tes Instagram Ads, etc. Que du coup là-dessus il y a énormément de marché, je pense. D'accord, donc potentiellement tu pourrais basculer si tu arrives à avoir un vrai produit, enfin en tout cas une stratégie de produit là-dessus. Effectivement, mais là du coup tu switches complètement ton audience. Là aujourd'hui on est sur une audience B2C. Demain ce serait plutôt de s'adresser à tous ces vendeurs en e-commerce. D'accord. Donc en B2B. Parce que c'est vrai qu'il y a différentes manières de faire. Il y a des personnes qui seraient qui voudraient justement basculer à plein temps, d'autres un peu moins. Ouais, complètement, c'est possible, hein. C'est possible. C'est possible en montant une structure, en recrutant des personnes qui sont en acquisition, des personnes sur du design, etc., etc. Ce serait possible, mais c'est pas aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a des profils qui lancent des side projects. Donc, pour avoir rencontré des personnes qui lancent certains projets, certains ont vocation justement à basculer dessus à plein temps si ils atteignent certains objectifs, et d'autres ont envie toujours de garder une activité principale en parallèle de leur activité. Effectivement, moi par exemple, j'ai ma copine qui a lancé un side project depuis mars dernier, qui s'appelle Nouvelle Empreinte. L'idée c'est de créer un média sur les initiatives cool et durables. Et donc elle a lancé ça en mars dernier pendant le premier confinement. Du coup, elle a profité d'ailleurs du chômage partiel pour ok, je me lance, je me lance dans ce side project. Et donc elle a lancé une newsletter au début. En se disant tiens, je vais lancer une newsletter, les gens vont s'inscrire et toutes les semaines je vais partager des insights sur des projets un peu cool et durables. Et donc aujourd'hui elle a un Instagram, etc. Et donc en janvier elle quitte sa boîte pour se lancer à 100% dans ce projet-là. D'accord. D'ailleurs, si tu veux gagner des produits cool et durables, je t'invite à participer à son calendrier de l'Avent de décembre. Avec plaisir. Donc ça veut dire que finalement c'est possible de lancer des side projects et de tester, de voir que ça marche et de se dire je vais en faire mon activité à plein temps. Complètement. D'ailleurs, c'était pas son but au départ. C'était je vais lancer ça pour le plaisir, et aujourd'hui, vu l'attraction, elle se lance à 100% dedans. Je pense que c'est la bonne manière de faire. Bon, là finalement c'était pas forcément volontaire, mais effectivement de lancer pour tester, même si c'était pas le but, ça permet justement de faire un choix et de se dire maintenant que ça marche, que ça prend, qu'est-ce que je fais? Et c'est toujours des questions assez compliquées, surtout finalement on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas forcément ce qu'on gagne quand on se lance dans un projet comme ça. Et pour revenir sur le dropshipping, effectivement c'est un sujet vraiment compliqué parce que tu parlais d'Amazon tout à l'heure, les délais de livraison sont de plus en plus courts. Le service client d'Amazon, c'est vraiment, on va dire, leur force. Est-ce que tu penses que il y a encore de l'avenir pour le dropshipping? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'on se dit finalement le dropshipping c'est quelque chose, si on aurait voulu se lancer, on aurait dû le faire il y a quelques années, et que finalement ceux qui gagnent de l'argent, c'est aussi beaucoup ceux qui vendent des formations sur le dropshipping. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de formations sur le dropshipping. Plus que de personnes qui font du dropshipping. Plus que de personnes qui gagnent de l'argent avec du dropshipping. Je sais pas, je connais personne qui a gagné 1 million en 24 heures, mais par contre, je vois une dizaine de vidéos sur YouTube sur des gens qui font ça. Ouais. Je crois qu'il y a encore de la place dans le e-commerce, mais que c'est comme tout, tu dois vraiment devenir un expert. Et donc, tu dois vraiment avoir une résilience à travailler. Je pense que le problème du dropshipping, et notamment des formations, c'est qu'on vend la liberté sans travailler. Pour moi, c'est ça. Hein. Ils disent, franchement, suivez-moi, vous travaillez 4 heures, vous gagnez 100 000, vous aurez des revenus passifs, etc. En fait, c'est pas passif du tout, tes revenus. Si tu travailles pas, tu te feras battre. Ouais, il y a quand même, comme ce qu'on disait tout à l'heure, avec cette image qu'on a du dropshipping, il y a quand même du boulot derrière, l'acquisition, sourcer des produits. Donc c'est vrai que c'est des gros sujets. Et mais justement, on peut en parler un peu quand tu m'as parlé un peu de ton projet, ce que tu faisais. On est sur quel ordre de grandeur en termes de rentrée d'argent, de chiffre d'affaires sur du dropshipping, en fonction du travail qu'on fournit, bien sûr. Ah, bien sûr. Nous, on est sur un chiffre d'affaires. Tu préfères le chiffre d'affaires ou on va parler de chiffre d'affaires et après les gens se imagineront. On est sur une logique de pratiquement 1 million d'euros à l'année
de volume d'affaires. Donc alors après, ça veut tout rien dire, hein, le volume d'affaires, mais c'est du chiffre d'affaires. Donc on vend à peu près on va essayer de faire 1 million d'euros cette année. Ok. Sur plusieurs boutiques, plusieurs produits. Sur plusieurs produits, plusieurs boutiques. Il faut imaginer en fait un peu en termes de chiffres que sur une douzaine de boutiques qu'on a lancées, on a deux qui cartonnent, qui ont cartonné. Deux qui sont milieu de gamme qui te permet, je pense, à un individu de vivre correctement, je pense. Et derrière le reste, c'était de l'argent investi et du temps. Ouais. Un peu d'apprentissage, je pense, mais pas beaucoup de rentabilité financière là-dessus. Oui, parce qu'en fait, tous les produits ne fonctionnent pas de la même manière. Certains vont prendre, d'autres beaucoup moins. Et il s'avère que un produit a aussi un canal d'acquisition. Ok. Chaque produit a son canal d'acquisition phare. Exactement. On a des produits qui vont très bien fonctionner sur Instagram. Ouais. D'autres qui vont pas du tout fonctionner. Alors que pourtant, tu te dis, cette audience-là, elle est beaucoup sur Instagram. Mais par contre, ce même produit-là, avec influenceur, là, tu vois tes courbes qui augmentent vraiment. Et là-dessus, ça m'a un peu remis en cause aussi toutes mes croyances grosses que j'avais, que j'ai pu avoir là depuis 4-5 ans, en me disant, un canal, normalement, le canal là, je le connais bien, je suis capable de scaler sur ce canal. Et en fait, avec si le produit est pas bon, t'as beau mettre autant que tu veux dans ton canal, ça marchera pas. Et c'est pas que ton produit est pas bon finalement, c'est que ton produit est pas adapté à ce canal-là. Ok. Et ça a remis vraiment plein de choses en cause sur ma façon de penser. Alors peut-être je peux te poser une question qui pourrait aider ceux qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on définit une bonne campagne d'influence? Comment est-ce qu'on définit le bon produit pour aller chercher des influenceurs? Parce qu'effectivement, il y a des produits. Quels sont les produits qui correspondent à des campagnes d'influence? Parce qu'il y a des produits qu'on ne peut pas proposer à des influenceurs parce que ça ne colle pas. Et comment est-ce qu'on choisit les bons influenceurs? C'est difficile. C'est super frais. Hein. Ça fait 2 mois qu'on a commencé à bosser sur l'influence. Les bons influenceurs, aujourd'hui, de ce que je comprends, moi j'ai parlé avec 200 influenceurs à peu près, en 2 mois. Ce que je comprends, ce qui fonctionne, c'est des audiences qui sont ultra ciblées. C'est pas très utile d'aller taper des influenceurs super généralistes. Surtout pas la télé-réalité. D'accord. Donc vraiment, qui ont vraiment acquis une crédibilité auprès de leur audience. Et après, pour bien être sûr de ce qu'on dit, donc les influenceurs de télé-réalité, eux, sont trop généralistes. Ils ont à peu près, ils ont tout le monde n'importe quel type de personnes peuvent les suivre. C'est ça? Exactement. Ok. Nous, on a des produits qui ont des orientations, vraiment des orientations zéro, comme tu as vu, hein, zéro déchet, au sport, etc. Donc il faut que les influenceurs aient acquis une crédibilité sur ces sujets-là. Et donc après la taille, finalement, tu peux très bien réussir avec un influenceur qui a 15 000 abonnés et faire des performances vraiment médiocres avec un influenceur qui a 200 000 abonnés. Ok. Et donc ma recommandation ici, ça va être encore une fois de tester. Aujourd'hui, de ce que je vois, on est à peu près à un influenceur sur 2 qui peut te rapporter une vente. Et après, t'en as sur ceux qui vont te rapporter une vente, t'en as qui vont te faire péter tes scores. Mais c'est pas vraiment ce que tu pensais, quoi. Ok. Donc. Et après, sur le produit, tu me demandais le produit. Ouais. Je pense que le produit, il faut qu'il ait une valeur aussi pour l'influenceur. Si ton produit, il est pourri en fait, l'influenceur il va pas vouloir en parler. Ok. Nous, les influenceurs, ils kiffent les produits qu'on leur envoie. Vraiment, ils kiffent. Ils disent il est trop bien, j'adore, ça répond vraiment à tel besoin, c'est trop cool, je vais en parler. Et c'est eux maintenant qui nous disent tiens, en décembre je pourrais faire une opération comme ça, tiens je pourrais faire une opération comme ça. Et là tu changes vraiment l'état d'esprit de dire tiens est-ce que tu peux parler de ce produit-là? J'adore ce produit, franchement en plus c'est cool ce que vous faites en tant que marque. Bon vas-y je parle. Ouais, donc le bon produit, le bon influenceur, donc faut s'adapter, il n'y a pas de recette magique. Et tu conseilles vraiment d'aller taper dans des influenceurs de niche, quitte à avoir moins d'abonnés, mais en tout cas des abonnés très ciblés. Ça c'est mon retour. J'ai jamais mis pour l'instant dans le monde de l'affluence, ils appellent ça des tickets. Okay. J'ai jamais mis de ticket à 3 000, 4 000, 5 000 euros sur un influenceur non plus. Donc je sais pas te dire là-dessus. Ok, parce que du coup justement comment tu dis que tu mets pas 3 000 euros, mais du coup comment ça se passe en termes de monétisation?
de rémunération? On a fait 2 modèles. On a fait un modèle à l'affiliation. Ok. Où là, à chaque fois qu'une personne utilise le code promo de l'influenceur, on le rémunère. D'accord. Et on a fait un modèle au upfront où du coup il payait avant. Mais là, on n'est jamais allé au-dessus de 400, 500 euros. D'accord. Pour l'instant. Ok. Alors, c'est vrai que bon, on en a parlé un peu de Amazon. C'est quoi votre position par rapport à Amazon, par rapport au modèle qui commence qui est très bien installé maintenant, Amazon, en ce qui concerne la livraison, le service client. Est-ce que vous essayez de vous battre sur ce terrain-là ou pas? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Nous, on se base sur la marque. Ok. Donc, on se spécialise sur des produits et sur la marque. C'est ce qui fait que finalement, parce qu'on peut se poser la question, vous vendez des produits, qu'est-ce qui fait que des personnes vont l'acheter chez vous et pas aller le rechercher sur une autre plateforme? Alors ça, j'ai pas la réponse, parce que c'est vrai que c'était une de nos craintes au départ de se dire, bah, finalement, tout le monde achète sur Amazon. Mais je crois que je crois qu'un univers de marque d'un site est réassurant. D'accord. Et plus notre site est ciblé sur un produit, et mieux il fonctionne. Tu vois, je vais te donner un exemple. On a testé une boutique sur tout de la produit de maternité. Je pense qu'on a fait une première erreur parce que la maternité c'est super stressant, donc les gens ont vraiment besoin de connaître la marque, etc. Mais au-delà de ça, on avait une boutique qui était énorme. Et comme c'est énorme, tu te dis bah attends, mais cette marque je dois la connaître forcément. Ah bah je la connais pas. Alors que quand tu as un tout petit produit, toute petite boutique avec un produit, tu te dis ah ouais, ça c'est forcément des experts. Ok. Donc et je l'ai retrouvé un peu dans le choix des URL aussi que vous avez fait. Vous avez pris des URL qui sont en lien, qui parlent vraiment de votre produit, qui sont dans votre thématique. Et ça, c'est le modèle que vous répliquez, c'est-à-dire d'avoir des petites boutiques avec pas beaucoup de produits, mais qui sont vraiment des produits de niche, ce qui donne un peu cet effet expert sur le sujet. Exactement. Et puis en termes d'acquisition, c'est plus facile aussi. Je pense que je vais pas t'apprendre ça, mais ce qui marche bien, c'est le pixel Facebook. Ouais. Ça aide beaucoup. Quand tu as vraiment un site niche avec un seul produit, tu nourris vachement les algos Google, Facebook, Insta, et donc eux, ils vont aller vraiment performer sur tes campagnes. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de choses qui n'ont pas marché finalement, que tu as appris et que tu as découvert en te lançant dans le dropshipping? Ouais, on a quand même testé plein de choses. On a eu des problèmes sur des livraisons où ça prenait 45 jours au lieu de 15 jours. Ok. On a encore une boutique là où c'est un peu le cas, où on essaie de craquer le truc à 3 jours, mais on a encore des problèmes des fois à 45 jours. Bah alors là, clairement, c'est pas possible, quoi. Ouais. Évidemment, les gens ils hallucinent. Bah nous aussi, hein, d'ailleurs. Donc on a eu ce genre de problème. On a lancé des boutiques sur des marchés, vraiment sur des marchés. On a lancé une boutique qui est pas du tout niche. Ok. Et c'est celle qui a le plus marché en saisonnière. Comme quoi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure? Sur l'univers de la plage. Et en fait, on a vraiment testé la boutique et ça a fonctionné, effectivement. Ouais, donc tu vois, tout ce qui est niche, c'est à l'inverse. Voilà, c'est ça. C'est par rapport à ce qu'on disait, effectivement, tu as toujours des contre-exemples. Ouais. Du coup, alors, quels sont les outils que vous avez utilisés dans le dropshipping, enfin, dans votre activité, dans votre side project, qui vous ont aidé? Tout à l'heure, on parlait effectivement de Georgia, c'est ça? Mm-hmm. Ouais. Il y a Shopify. Vos boutiques sont toutes sur Shopify? Toutes sur Shopify. Ok. Effectivement, on a lancé WordPress. Ouais. Il y a 2 ans, on avait lancé un WordPress avec WooCommerce. On est vite revenu sur Shopify. Ok, donc pas une bonne expérience. Non. Quel autre outil vous utilisez? Franchement, on est très frugal dans notre approche avec les outils. Je sais que les outils, c'est souvent une charge sur la rentabilité d'une boîte. On se rend pas souvent compte. Faut imaginer qu'une boîte, ça fait entre 20 et 30% de rentabilité, comme nous. Si tu mets 5% de produits, des outils en plus, ça commence à être lourd. Okay. Donc on utilise beaucoup de spreadsheets. Et de l'automatisation. Slack, on a un peu j'ai fait un peu de Zapier, ouais, okay. pour les dashboards. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment, on a nos dashboards au quotidien, on les suit, on traque, on est hyper rigoureux là-dessus.
Et voilà. Après, on a Georgias, Shopify, Oberlo spécifique dropshipping, pardon. On va bosser avec un outil d'influence qui s'appelle Upfluence. Ok. Pour trouver vos influenceurs? Ouais, exactement. Ça, c'est la partie sourcing dans l'influence, c'est vraiment le plus dur, j'ai l'impression. Ouais. C'est vraiment hyper chronophage. Tu dois chercher des gens. Tu sais, t'es sur ton Insta et tu dois chercher des influenceurs. Là, en gros, ça te permet. Je pense qu'ils vont scraper tout Insta. Ils vont récupérer toutes les infos, ils te les agrègent. Et toi, du coup, tu peux mettre des filtres. Je veux des influenceurs avec 10 à 100 000 sur des mots-clés comme nourriture, etc. Ok. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui dans le dropshipping? Dans le dropshipping ou dans le side project en général? Bah, on peut parler side project de manière générale, mais après peut-être faire un focus sur le dropshipping, étant donné que c'est un sujet que tu connais bien. De pas écouter tous les bonimenteurs. Ok. Déjà. De pas espérer que tu vas gagner 100 000 sans travailler. Par contre, je pense que c'est super intéressant d'y aller. À un moment, je m'étais posé la question de dire à mon équipe marketing de tous lancer une boutique. Ouais. Parce que tu apprends énormément sur ton positionnement de marque, ton messaging. Le messaging est super important. C'est pas mesurable, mais c'est super important. Tu lances des campagnes, donc tu comprends un peu comment ça fonctionne, tu comprends les algorithmes, tu as des plans de tracking, donc c'est super complet. Tu as une logique de sourcing de produits. Pour moi, c'est super complet. Et donc, pourquoi pas le lancer? Ouais, je m'étais dit, tu vois, pourquoi pas retourner en école de commerce, enfin, moi, j'ai fait mes études, et d'aller faire des cours sur, ok, lancez votre produit, lancez un business. Ouais. Et en fait, vous aurez vraiment toutes les verticales. Donc, c'est vraiment d'oser se lancer. Et franchement, investis 1 000 € dans ton année, tu t'auras appris plein de trucs. Mais ça, c'est vraiment, là, je te rejoins là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur de faire en sorte que, commencer déjà par des étudiants, tu vois, faire en sorte que des étudiants lancent des projets en parallèle de leurs études, parce que finalement, les études, ça suffira pas. Il va y avoir tout le temps quelque chose qui va faire en sorte qu'on va se différencier par rapport à une promo de 100 personnes. Les personnes qui auront lancé des projets, qui auront eu des résultats, et même qui n'auront pas eu de très bons résultats, juste le fait de se casser les dents, de tester des choses, ça rapporte un plus sur une candidature. Et effectivement, tu parlais tout à l'heure de ton équipe chez Talent.io. Effectivement, même quand on est salarié, finalement, avoir un side project, un projet sur lequel tester des choses, c'est toujours bénéfique. Et d'ailleurs, ça apporte beaucoup sur ton activité principale. Toi, j'imagine que tu apprends énormément, tu fais des choses sur ton side project qui sont bénéfiques pour ton activité. Ah, mais complètement. Franchement, tout ce que j'ai appris en side project, je l'utilise au quotidien chez Talent. Ça m'apprend aussi à être beaucoup plus sûr de moi, mais aussi à remettre en cause mes idées préconçues. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure entre l'alignement produit et canal. Tu vois, quand tu as une première expérience, tu te dis, ah bah ouais, ok, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Mais sauf que si tu accumules plein d'expériences, et notamment drop avec plein de produits, plein de canaux, etc., tu remets tout à plat et tu dis, non, mais en fait, il faut tester. Il faut tester. Et il faut jamais oublier qu'il faut tester, notamment en grosse. Et ça, c'est super intéressant pour moi. Et effectivement, quand c'est ton business, tu as une approche un peu différente dans tes tests. Bon, parce que déjà, c'est ton argent. Ouais. Mais aussi, il y a personne pour te dire oui ou non. Ouais. Tu vois, quand tu es salarié, tu dois toujours un peu faire valider par tes pairs, le head of sales, ton CEO, etc. Voilà, en fait, c'est ton argent. Donc, tu paries un peu avec ton argent, quoi. Tu joues pas. Mais donc, quand tu as réussi, tu gagnes aussi un peu en crédibilité avec toi-même et tu te dis, waouh, là, j'ai réussi. Ok, dans mon boulot, quand je vais aller défendre mes idées auprès du CEO, du head of sales, etc., je suis aussi plus confiant sur mon processus que je vais pouvoir mettre en place. Donc, pour moi, tu gagnes en crédibilité pour toi-même et donc, du coup, tu es plus sûr de ce que tu proposes. Ouais, c'est vrai. C'est quoi la suite pour vous, pour votre e-commerce studio? C'est quoi vos projets? On veut lancer une belle boutique. On veut lancer une belle boutique en janvier. Ok. De marque, vraiment une belle marque. Voilà. Et puis là, le but maintenant, ça va être de scaler nos boutiques actuelles. D'accord. Peut-être un peu moins dans le test, d'ailleurs. Ouais. D'essayer d'avoir moins de, entre guillemets, de déchets, entre guillemets. Quand je parle de déchets, c'est de projets qu'on abandonne. Effectivement, peut-être arriver à une stabilisation et du coup, pourquoi pas un jour d'un revenu passif. Mais c'est pas en 4 heures que tu arrives à faire ça. Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, comme on le disait au tout début,
vous êtes en train de vous spécialiser sur ce sujet-là et c'est ce qui fait qu'avec l'expérience, vous allez avoir encore de très bonnes intuitions et lancer des projets qui auront plus de chances de réussir. Ouais, je pense qu'on progresse effectivement. On progresse, on sait ce qu'il faut faire. On met des tickets plus gros aussi en acquisition, en influence, etc. Tu vois, là, on pouvait tester avec 200, 300 euros avant. Aujourd'hui, on est capable de se dire avant, ok, on va mettre, je sais pas moi, 5 ou 10 000 euros sur du TikTok. Ouais. Et feu. Tu vois, alors qu'avant, on était plutôt, mets 100 euros. Ah ok, c'est quoi un peu l'attraction, c'est quoi notre CTR? Ah ouais, vas-y, on essaie de mettre un peu plus. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus une approche, ok, on met 10 000 et on laisse bosser les algos. C'est surtout qu'avec 10 000, la tendance est plus claire, alors qu'avec 100 euros, tu sais pas si c'était un coup de chance ou pas, quoi. C'est clair. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous partager sur le fait de lancer un side project? Ouais, je pense qu'il faut oser. Je pense que toutes les personnes qui lancent des side projects deviennent beaucoup plus. Tu deviens plus grand, tu grandis avec ce side project, tu apprends énormément de choses. Ouais. Donc je pense que les gens doivent oser. Vraiment, faut oser se lancer. Et puis c'est pas grave hein, si vous vous plantez, de toute façon, il y aura juste votre famille et vos 3 potes qui sont courants qui le sauront. Exactement. On risque pas grand chose en gros. Tu sais, c'est comme les gens qui postent des messages, des posts LinkedIn là, qui ont genre 3 likes et qui suppriment leur post parce qu'ils disent non mais la honte, franchement j'ai eu 3 likes. Oui, mais si t'as eu 3 likes, il y a personne qui l'a vu ton post. Enfin, ouais. On s'en fout. Au pire, les 3 personnes qui l'ont vu se rendront même pas compte que tu l'as supprimé d'ailleurs. Ouais, c'est clair. À l'inverse, si tu lances un side project et que tu commences à avoir un peu de traction, je pense que là, tu prends vraiment du plaisir. Un dernier point, c'est aussi de faire un truc qui te plaît. Ouais. Honnêtement, on n'a pas fait. Ça paraît super contradictoire, mais on n'a pas fait de dropshipping au départ pour l'argent. On l'a fait parce que déjà on a démarré tous les 3 chacun de notre côté. Ok. Et on l'a fait parce que moi je voulais tester. Enfin, j'avais fait un peu de freelance pour un mec qui faisait du drop, parce que je me connaissais un peu en acquisition justement. Et j'avais appris plein de trucs en fait, les plans de tracking analytique, etc. Moi je l'avais pas fait chez Talent. Et du coup j'avais appris plein de trucs et je m'étais dit trop bien, il faut absolument que je continue sur mon temps libre. Pourquoi pas lancer une boutique, etc. Et du coup c'est pour ça que je l'ai fait. Donc faut aimer ce que tu veux faire en side project, c'est important. Donc pour résumer, oser et essayer de trouver aussi un sujet qui nous passionne. Absolument. Pour pouvoir s'épanouir sur ce side project et pourquoi pas après que ça devienne un projet à plein temps. Absolument. Florian, merci beaucoup pour ton partage d'expérience sur ce sujet bien précis. J'essaye toujours d'avoir dans le podcast des personnes qui ont lancé des projets différents et là pour le coup le dropshipping c'est vraiment un sujet en plus qui je pense qui suscite plein d'interactions et donc j'espère en tout cas avoir apporté ou tu as apporté quelques réponses. Donc merci beaucoup pour ton temps Florian. Merci beaucoup Amine. À bientôt et bon courage. À plus, ciao. Ciao. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Pour retrouver les détails de notre échange et rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur makerside.club. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui serait intéressée par cette thématique. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.